Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode de podcast de design et collectivité. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui vous accompagne pour développer sereinement une carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. Aujourd'hui, on s'intéresse à la neuroatypie et au design pour construire une carrière créative qui a du sens. La question que je me suis posée tout simplement, c'est et si en fait penser différemment était ton meilleur atout en design et en innovation? Souvent la neuroatypie est considérée comme quelque chose en fait qui n'est pas bien. En fait, c'est souvent considéré comme un handicap, quelque chose en fait de vraiment avec une perception sociétale plutôt négative quand même globalement. Dans la neuroatypie, on va avoir par exemple la dyslexie, dyscalculie et tout ça. On va avoir également l'hypersensibilité. On va aussi retrouver en fait tout ce qui est trouble lié en fait à l'attention ou à de l'hyperactivité. Donc il y a pas mal de choses dans la neuroatypie qu'on va retrouver. Et récemment, je me suis rendu compte que autour de moi, il y avait beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est quand même, j'ai l'impression, 1 sur 3 des designers en fait qui m'entourent qui sont en fait des neuroatypiques. Et je me suis dit, c'est intéressant. Est-ce que notre métier créatif attire naturellement les neuroatypiques? Je pense qu'il y a quand même un effet de ce côté-là. Mais aussi, je me suis dit, ah, c'est pas mal parce qu'il y a certains types de neuroatypiques qui sont quand même plus présents. J'ai remarqué que par exemple, les troubles 10 étaient pas mal présents dans les métiers du design, en tout cas. J'ai remarqué ça. Un peu moins chez les graphistes quand même. Je précise. Les graphistes, c'est quand même les cadors de l'orthographe, généralement, dans le design. En tout cas, dans mes études, ils étaient chauds. Tandis que nous, les designers produits, on était plus tranquilles sur ça. Tout ça pour vous dire que cet épisode va porter sur le fait de s'assumer et de considérer en fait que notre neuroatypie, je fais partie du club, est vraiment un atout. Et donc on va explorer ça ensemble. Allez, c'est parti. La neuroatypie du coup et le design. Dans mon cas, j'ai une dyslexie et je me suis rendu compte que ça me permettait d'être plus créative. Ça me permet d'avoir beaucoup plus d'idées parce que naturellement mon cerveau a tendance à faire des jeux de mots ou à retourner des lettres ou tout simplement à percevoir les choses différemment. Pendant longtemps, en fait, j'ai perçu ma dyslexie comme étant une faiblesse, une difficulté, quelque chose qu'il fallait cacher, qui était compliqué à assumer, tout simplement parce que la société me renvoyait ça comme étant quelque chose de moins bien. Et étant donné que j'ai quand même 2 neuroatypismes, à la fin, je me suis dit, bon, c'est compliqué. Et après, je me suis rendu compte que, ah, bah tiens, est-ce que ça ne fait pas de moi une designer plus compétente? Je me suis posé la question, parce qu'avoir autant de neuroatypiques travailler en fait dans le domaine, je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir un truc quand même avec ça qui font que les gens quand même ont des capacités intéressantes qu'ils ont tendance à explorer plus facilement dans le design. Et donc c'est ça que j'aimerais vous inviter en fait à faire. C'est à ne plus considérer votre neuroatypie comme un problème, mais au contraire comme un atout. Justement, le design, il a besoin de différents regards. Et pas en fait de regards qui sont tous les mêmes. C'est vraiment le principe de l'intelligence collective en fait. Ça marche moins bien si tout le monde pense de la même façon. C'est ce qu'on appelle un consensus mou. Et du coup, vous retrouvez tout le monde avec tout le monde qui pense à des pommes alors que vous essayez d'inventer le fruit du futur. Donc, bon, vous voyez un peu le problème que ça peut poser. C'est qu'en fait, en étant trop consensuel où tous à penser la même chose, on a souvent du mal à aller vraiment chercher de l'innovation, du disruptif, un point de vue différent ou même une approche différente. C'est justement en fait ces regards en fait des cerveaux neuroatypiques sur le monde qui amènent en fait cette richesse.
Être neuroatypique, en fait, ce n'est pas un handicap. C'est une façon unique de se connecter avec les autres, de connecter aussi les points. C'est aussi une façon unique de repenser ses méthodes, parce que généralement, en fait, les neuroatypiques, on met en place, du coup, des astuces de compensation. Donc, en fait, on a l'habitude de développer des processus pour nous-mêmes, voire même pour les autres. Et du coup, ces processus et ces façons de procéder, on peut clairement les capitaliser dans nos pratiques professionnelles. Donc n'hésitez en fait surtout pas. Et voyez-les comme un atout. Je sais qu'il y a un travail quand même à faire qui est parfois conséquent de changer en fait le regard que ça porte. Mais ça commence déjà par se dire quel atout, quel avantage en fait j'en tire de cette justement neuroatypie. En quoi c'est positif? Puisqu'en fait il y a quand même du positif dans tout. Et en fait, ça ne fait pas de vous une personne moins bien, bien au contraire. Ça fait partie en fait de vous. C'est aussi une force pour innover et penser autrement. À titre personnel, depuis que j'assume encore plus mes neuroatypies, c'est vraiment, je trouve, un pilier en fait qui m'aide à avancer, connecter aussi avec d'autres personnes. Et je me suis même en fait demandé comment en fait j'augmente en fait les qualités en fait associées à mes neuroatypies. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'explore actuellement pour vraiment explorer en fait les talents qui sont cachés. Parce que par exemple quand quelqu'un va être bon en maths, on va l'inviter en fait à explorer tout ça, à creuser. Tandis qu'en fait, quand on est, par exemple, hypersensible, on va pas toujours nous inviter à creuser notre hypersensibilité. On va plutôt considérer qu'il faut la contrôler, la condenser, faire attention, alors que ça peut être un atout en immersion d'avoir une perception sensorielle beaucoup plus forte, en fait, de capter plus de signaux faibles, par exemple. Pareil avec l'hyperactivité. Dans la partie plutôt, on va dire pratique, quand vous êtes dans les tests, quand il faut donner de l'énergie, par exemple dans des ateliers, dans de la co-création, bah en fait c'est un super atout tout simplement. Ou le fait que votre cerveau ait la capacité de traiter aussi plusieurs informations en même temps, ça c'est super. C'est voilà, s'assumer aussi dans toutes ses dimensions. Voilà, y compris avec ses défauts, ses qualités, et être davantage à l'aise en fait avec qui vous êtes vous aidera aussi à être un meilleur designer, d'un point de vue général. La neuroatypie, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup plus approfondir. Donc faire des recherches un peu plus sur le fonctionnement du cerveau, les liens avec le design. Donc j'espère pouvoir vous faire d'autres épisodes prochainement. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça vous intéresse ou tout simplement si vous voulez discuter avec d'autres designers neuroatypiques. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes un gang, clairement. Donc on peut en discuter ensemble. Être à l'aise aussi sur comment on valorise ses atouts justement. Et dites-vous bien qu'en fait, c'est vraiment une force pour votre carrière et non le contraire. En tout cas, jusqu'à présent, de mon côté, ça s'est révélé vraiment être un avantage en fait de dingue. Pourtant, sur le papier, c'était pas ça. Mais vous voyez, tout en fait a aussi des avantages. Donc, on va conclure cet épisode là-dessus et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me partager vos idées et suggestions en commentaire et tout simplement, si besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à rejoindre mon accompagnement. À bientôt!